parce qu'on a aussi la vision de faire quelque chose de qualitatif. On a attendu une année avant de démarrer parce qu'on avait aussi beaucoup d'autres projets dans le pipeline. Finalement, entre 2017, je dirais, et aujourd'hui, on peut dire que ça a pris quasiment 7 ans. On doit prendre des mesures pour faire bien les choses depuis le début. Et puis nous, c'est vraiment notre objectif de toujours faire les choses dans l'ordre. Un chantier qui démarre mal se termine mal, et puis un chantier qui se démarre bien administrativement, en général, aide à mieux se dérouler. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Samuel et Alain Brogi, fondateurs de la société Brogi. Salut à ça. Bonjour monsieur. Salut Edouard, on te remercie pour l'opportunité. Alors voilà, on avait fondé l'entreprise en 2014, donc ça fera 10 ans bientôt, donc dans quelques mois. L'idée à la base, la structure a été faite de telle manière à ce qu'on achète les terrains. Donc on avait toujours lancé les projets au début pour nous, mais on a tout de suite, dès les premières années, intégré l'architecture chez nous. C'est ça qui a fait un peu la différence, dans le sens que dès le début, on a les parties d'architecture avec l'avant-projet, la phase du permis de construire, et puis tout le développement pendant les travaux. Et c'est surtout l'exécution qui a aussi fait la différence. On a structuré l'entreprise d'une manière assez particulière où on a eu 2 entités physiques séparément. Donc, c'est-à-dire, il y a une entreprise, mais on a 2 bureaux séparés l'un de l'autre, avec chacun son pôle de compétences. Donc, à Neuchâtel, moi, je gère plutôt la partie administrative. À la base, je suis diplômé en sciences économiques, donc c'est plutôt cette partie-là que je me charge. J'ai mon équipe pour les permis de construire, des architectes qui développent ces permis. Une fois le permis de construire obtenu, on envoie au bureau à Cortaillot, qui lui est spécialisé dans l'exécution des travaux. Exactement. Donc nous, on reprend les dossiers qui ont été développés, que ce soit pour des clients externes ou pour des clients internes. On construit les immeubles de A à Z, donc gestion des clients, suivi des travaux, donc avec une équipe de conducteurs de travaux, dessinateurs en bâtiment, secrétariat technique. Donc on assure vraiment tout le suivi jusqu'à la remise des clés. Voilà. Donc c'est vraiment ces 2 pôles qui sont séparés, mais finalement ça reste quand même une synergie parfaite entre les deux endroits de l'entreprise. Et l'avantage, c'est qu'accessoirement, étant frères les 2, on a aussi chacun une confiance en l'autre, donc on arrive aussi à gérer les choses assez bien. Ça c'est clair. Puisque Alain est diplômé en architecture, donc on a aussi une synergie ensemble. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est vrai que ça fluidifie énormément les échanges. Moi je dis toujours, c'est comme ne pas avoir de responsable au-dessus ou d'avoir de patron, parce que finalement chacun se fait confiance, chacun connaît en guillemets son domaine, on est très complémentaires, et puis on arrive vraiment à faire avancer nos 2 structures de manière efficace, efficiente, sans toujours être l'un derrière l'autre, où on en est, etc. On sait vraiment comment se passent les choses, et puis ça c'est la base de notre avancée. Oui, et puis je pense, en ayant 2 entités séparées, beaucoup de gens pourraient dire oui, mais au final, la communication entre les 2 peut être un peu réduite, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'avancement des dossiers et autres. En fait, aujourd'hui, l'architecture a vraiment été un peu modifiée chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment coupé en 2 et on a vraiment les permis de construire, une fois obtenus, qui sont complètement sortis de notre bureau à Neuchâtel. Alors après, évidemment, les principes de base qui ont été décrétés pour le permis de construire, généralement tout ce qui est au niveau esthétique et autres, tout ça est suivi à Cortaillot. Donc ça veut dire au bureau qui est géré par Alain. Et il y a quand même une communication qui est très intéressante entre les 2 parce qu'on a une vision un peu plus éloignée de certaines choses qui ont été développées au niveau du permis de construire, qui permettent après d'être un peu peaufinées pour la partie exécution. Disons que nous, à Cortaillot, on va amener plutôt l'apport technique sur leur développement de projet. On sera toujours là en support pour développer des plans justes dès le début, qui soient bien techniques, bien superposés, etc. Et puis eux vont amener leur force plutôt réglementaire. C'est, comme je disais, vraiment 2 pôles qui communiquent bien ensemble. Le but, c'est de sortir un projet de Neuchâtel qui soit techniquement réalisable, qui soit optimisé, qui soit architecturalement top, qualitatif, et puis ensuite de récupérer le projet et puis d'aller de l'avant. Bien sûr, ouais.
Aujourd'hui, on est dans une configuration, un setup un petit peu particulier parce que justement, on est dans un des projets que vous êtes en train de livrer maintenant, donc terminé. Maintenant, on est dans un appartement terminé dont les clés vont être rendues la semaine prochaine. Et puis, on va parler rapidement de ce projet. On met des images aussi pour les personnes qui nous regardent, pour les personnes qui nous écoutent. Il faudra aller voir la vidéo, mais parce que c'est un projet bien particulier, surtout architecturellement parlant. Ouais, donc là, peut-être pour commencer avec ce projet rapidement, et ensuite on parle du fonctionnement entre promotion, développement immobilier et architecture. Alain, peut-être je me tourne plus sur toi, sur la partie technique, sur ce projet-là. Exactement. Comment ça s'est passé? C'était quoi l'idée? Alors, l'idée de base, quand on avait développé le projet à l'époque avec Samuel, c'était d'avoir un projet qui s'implante parfaitement dans la pente du terrain. Alors, les auditeurs verront sur les images, c'était un terrain très particulier à l'époque. On vous fournira une ou deux images. C'était des vignes, finalement, avec un fort talus, avec des pentes. Puis on s'est dit comment implanter un bâtiment à cet endroit-là pour que, vu du ciel, étant donné que le village de Saint-Aubin est en pente, vu depuis le haut du village, quand on regarde le bâtiment, on a une vision plutôt végétale. Donc on a mis une toiture végétalisée, toiture en pente arrondie en béton armé, pour différentes techniques, l'inertie thermique, pour l'esthétique aussi bien sûr, mais aussi pour l'environnement, l'écologie. Et puis au niveau de la structure, donc on s'est dit plutôt que d'avoir un seul bâtiment trop volumineux, et puis pour mettre en avant plutôt l'aspect qualitatif de la chose, on va plutôt faire deux immeubles de 3 appartements chacun, donc au total 6 appartements. Plus petits en dimension, avec des façades en tôle métallique dorée, des tôles Montana, assez particulier à mettre en place. Mais l'avantage de ces tôles, pour nous, depuis le début du projet, comme je disais, étant donné qu'on était dans une zone de vignes, les vignes, ce sont des lieux qui changent beaucoup au fil des saisons. Les feuillages, les teintes et les couleurs. Et puis, en essayant d'expérimenter plusieurs matériaux, on s'est dit, finalement, la tôle en or, elle évolue beaucoup aussi, mais au fur et à mesure de la journée. Avec le soleil levant, le soleil de midi et le soleil couchant, on s'aperçoit qu'il y a énormément de teintes. Et puis, intégrer finalement un bâtiment en métallique, en tôle ondulée et perforée, dans ce cadre, permettait de se fondre vraiment dans le paysage, tout en mettant l'accent vraiment sur le lac avec des grandes baies vitrées. Voilà. C'était vraiment l'idée et le fil rouge du projet. Okay, magnifique. Et pourquoi la toiture arrondie, comme ça? Alors, la toiture arrondie, outre les aspects réglementaires, c'est vraiment un aspect qualitatif. Ça crée un volume intérieur magnifique, comme on voit dans cet appartement. Ouais. Ça change des toitures qu'on connaît tous en pan, donc toit plat ou toit en pan. Ça crée des volumes, mais surtout l'arrondi, ça nous permet d'orienter la vue uniquement sur le sud, donc sur le lac, et puis d'avoir une toiture végétalisée, verte à terme, qui est hyper qualitative. C'était un défi technique pour nous, clairement, de faire une toiture arrondie en béton. On s'est pas mal creusé la tête avec les ingénieurs, les différents mandataires, pour la faire en béton. On aurait pu la faire en bois, qui aurait été beaucoup plus simple à mettre en œuvre, et on n'aurait pas bénéficié de l'inertie thermique et de tous les avantages finalement qu'offre le béton dans une construction au dernier étage, qui plus est en plein sud, exposé au soleil, avec le potentiel réchauffement qu'il peut y avoir en été. Voilà, complètement. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dès le début, donc on a été les deux en fait intégrés dans le projet, bien entendu, puisque c'est nous qui l'avons développé. Moi-même, j'avais contacté les propriétaires du terrain, j'avais appris qu'il y avait une modification. Ces terrains ici, sur lesquels on construit, n'ont pas été constructibles jusqu'à une certaine période. Ils ont été en plus dans une problématique de changement de zone. Ils étaient en zone d'utilité publique qui était en lien avec l'hôpital qui est juste à côté. Okay. Anciennement, puisque maintenant il a été désaffecté, sur lequel d'ailleurs ils ont fait des appartements protégés. Donc il y a eu des problèmes dès le début et je pense que nous on a pu plus facilement régler ces problèmes en ayant une optique différente. C'est-à-dire concrètement il y avait une problématique d'alignement, une problématique de changement de zone. Donc vis-à-vis des propriétaires on a pu aussi discuter en essayant de trouver des solutions parce que clairement il n'était pas possible de construire dès le début. Et à ces problèmes-là on a pu trouver une solution de proposer de faire un permis de construire qui soit légèrement modifié par rapport à ce qu'on aurait eu avec sans ces problématiques. Et on a fait en sorte qu'il y ait eu aussi la problématique des zones qui soit changée. Ça, c'était aussi le problème dès le départ. Ça a pris quand même du temps, au final. On a quand même passé du temps, je pense. C'est un terrain, un projet qui est un peu plus long que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, dans le sens qu'on a peut-être perdu 1 année et demie, 2 ans dans les procédures de permis de construire. Ok, pour obtenir l'autorisation ou pour réaliser le projet? L'autorisation du permis de construire. Après l'obtention du permis de construire, donc en fait au niveau timing, ça a commencé en 2016, j'irais presque 2017.
On a travaillé une bonne année. Une bonne année. À temps partiel, bien sûr, Les mais- plans, le développement des plans et autres, donc ça n'a pas pris tant de temps que ça. Par contre, les procédures, les autorisations et autres qu'il fallait obtenir de la commune, c'est clair, ça a été un peu plus long. C'était pas une problématique, je dirais, communale, c'était une problématique des contraintes qu'il y avait avec ce Mais par rapport aux contraintes techniques, c'est vrai que, étant donné que le terrain était en forte pente, on a dû planter quand même 4 étages, donc on a dû creuser avec des parois berlinoises verticalement dans le terrain. Ça a demandé aussi du temps pour les autorisations, le voisinage, la route. Donc c'est tout du délai administratif qui nous empêche de démarrer des travaux. Donc ça, c'est vrai que la configuration même du terrain et puis de l'implantation de l'architecture qu'on a voulu y mettre dessus, c'est vrai que ça a été compliqué. Combien de temps entre le moment où vous avez commencé à dessiner, le moment où vous avez obtenu l'autorisation de C'est une construire? bonne question. Si on part du principe qu'on était, je pense, 2016-2017. 2017. À peu près entre les... Ouais, donc 2017. On a, grosso modo, ça nous a pris à peu près 2 à 3 ans pour le permis de construire. Je me souviens qu'on avait le permis de construire juste avant le Covid. Donc on parle vraiment de début 2020. On a attendu 1 année avant de démarrer parce qu'on avait aussi beaucoup d'autres projets dans le pipeline. Donc on avait laissé le terrain, entre guillemets, dans notre projet finalement. C'était une réserve pour des projets futurs. À exécuter parce qu'on a aussi la vision de faire quelque chose de qualitatif. Donc, dans certains moments, on peut se retrouver avec 2 ou 3 projets en même temps et on se dit, on démarre ce que l'on peut faire au maximum de la qualité. C'est clair. Donc là, on avait 2 projets qui étaient déjà bien entamés, qu'il fallait démarrer. Donc, on a laissé celui-ci de côté pendant 1 année. Après, finalement, entre 2017, je dirais, et aujourd'hui, on peut dire que ça a pris quasiment 7 ans. C'est un cas extrême, parce que les travaux eux-mêmes, tu pourras expliquer là-dessus. Les travaux finalement ont duré 16 mois, donc ce qui est tout à fait standard. Entre le début des travaux, donc le terrassement et puis la remise des clés, 15-16 mois. Donc on est sur des délais tout à fait standards, mais disons que voilà, la réglementation est telle, le voisinage aussi fait qu'on doit prendre des mesures pour faire bien les choses depuis le début. Donc on ne peut pas arriver et puis implanter un bâtiment comme ça, il faut discuter, il faut entamer des démarches. Et puis nous, c'est vraiment notre objectif de toujours faire les choses dans l'ordre, bien les réaliser pour être serein pendant le chantier. Un chantier qui démarre mal se termine mal, et puis un chantier qui se démarre bien administrativement en général aide à mieux se dérouler. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a dû régler des problèmes d'ancrage avec les voisins, ce qu'on fait à chaque projet quasiment, même dans des cas où on a des terrains qui sont complètement plats, sans réelle problématique a priori, on doit faire une étude géologique aujourd'hui. Donc on mandate un bureau spécialisé, un bureau d'ingénieurs géotechniciens qui va ensuite régler cette problématique et nous donner les mesures à prendre. Et après, à nous de faire le travail, d'aller rencontrer les voisins et puis d'essayer de regarder ce qu'on peut faire dans la mesure du raisonnable. Dans ce cas ici, c'est des ancrages qu'on a fait passer sous les terrains des voisins. Des ancrages provisoires qui peuvent être démontés. Qui étaient provisoires, mais qui demandaient quand même aussi des mois de discussion pour pouvoir le faire. Après, on avait évidemment une autre solution dans le cas où on pense qu'on ne peut pas négocier avec les voisins ces ancrages. On a d'autres solutions qui sont possibles, mais on essaie toujours de discuter. Alors dans ce cas-là, ça a pris malheureusement quelques mois, mais ça c'est toujours... Même. C'est vrai que la planification du chantier a pris beaucoup de temps du fait de sa géométrie et de son implantation. On est allé vraiment dans le détail. Vraiment dans le détail. On parcourra après les appartements à l'extérieur, mais c'est toutes des petites choses. On a préféré prendre plus de temps pour réfléchir, les mettre en exécution plutôt que de commencer et puis de ne pas avoir de choses claires dans notre tête, puis au niveau papier surtout. Ouais. On privilégie toujours une architecture de qualité, ça c'est clair, et ça passe vraiment par la réflexion. Et puis les matériaux, les mises en place, vraiment les petits détails soignés. Voilà. Dans l'analyse économique d'un projet comme celui-là, là, je me tourne plutôt vers toi, Samuel, du coup. Comment est-ce que tu anticipes là, ce qui se passe avec tout ça? Parce que le risque technique, le risque économique, il est important pour ce genre de projet. Et surtout, ça coûte beaucoup plus cher. Combien ça coûte pour faire un projet comme celui-là? Alors, on doit séparer au niveau du plan financier de l'ensemble du projet, bien entendu, la part du terrain en elle-même, qui elle-même peut être maîtrisée. En tout cas, elle est connue depuis le début et généralement, elle reste la même à la fin. Il n'y a pas de raison que la part du terrain augmente, si ce n'est dans certains cas où il faut, par exemple, négocier certaines choses, mais on parle de dizaines de milliers de francs, ce n'est pas des montants élevés. Ensuite, il y a les travaux préparatoires. Les travaux préparatoires, nous, on part toujours du principe, disons, le plus pessimiste. On essaie, nous, d'estimer ce que l'on peut estimer par rapport, généralement, à des cartes géologiques, etc. Mais
ça reste très, je dirais, flou, hein, c'est assez lacunaire. Assez rapidement, on s'entoure de mandataires, ça c'est clair. Voilà. Très, très rapidement, et c'est eux vraiment qui vont nous aiguiller, on va s'appuyer sur eux, c'est une collaboration pour peaufiner tout ça. Au niveau du coût. Exactement, ouais. Et puis, on a un plan financier où on a la partie donc sur laquelle je reviens, les travaux préparatoires, qui peut déjà être estimé, en étant, je pense, pour être quand même assez réaliste, le plus pessimiste possible. Parce qu'on peut démarrer avec même une étude géologique à l'appui, ce qu'on est quasiment obligé de faire nous, mais peut-être certains ne le font pas. Et on peut trouver un sol qui est complètement différent de ce qui avait été initialement prévu. Et là, les surprises sont jamais bonnes pour le plan financier. Ouais. Donc c'est clair que c'est peut-être mieux à ce stade au niveau de ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Donc c'est tout ce qui est la fouille qui génère des travaux spéciaux. Donc c'est pas simplement l'excavation qui est dans la partie 2 donc du bâtiment, et c'est réellement les enceintes, les pales planches, les ancrages et autres qu'il faut faire. Moi je dis toujours la première partie de chantier, c'est là où on a le plus de doutes financièrement, parce que forcément on creuse sur des terrains qu'on connaît, oui, mais comme on a eu le cas ici, on a fait des sondages, on s'est rendu compte qu'entre différentes places de sondage, on n'a pas eu les mêmes sols, les mêmes profondeurs, donc ça influence pas mal de choses. Quand on finit cette première partie, disons qu'il n'y a plus de surprise. Voilà. Après, on maîtrise, ça se passe bien jusqu'au bout. Après, on maîtrise, on arrive à la partie du bâtiment, donc dans laquelle il y a le gros œuvre, donc c'est-à-dire maçonnerie, béton armé. Juste par rapport aux travaux préparatoires, pour finir ça, sur le terrain, à quel pourcentage du prix du terrain on se retrouve à peu près dans un projet? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça dépend bien des situations. Ouais. Donc, on peut se retrouver dans certains cas avec des travaux préparatoires qui peuvent aller jusqu'à la moitié ou le 2/3 du prix du terrain. C'est intéressant, hein? C'est plus que ce que l'on pense. Les consolidations qu'il faut faire de chaque côté dans la fouille peuvent être assez conséquentes, en fait. Et bien entendu, je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a une certaine rareté des terrains qui font qu'il est toujours possible d'en trouver. Mais malheureusement, c'est souvent des terrains qui ont des problèmes et qui génèrent donc pas mal de coûts au niveau des travaux spéciaux, de ces travaux préparatoires qui sont quand même assez conséquents. Donc, clairement, dans un cas comme celui-ci, je pense que, alors a priori, hein, d'après les chiffres que j'ai en tête, on est plus que la moitié du coût du terrain. Ah ouais, mine de que de CFC1. Oui, travaux préparatoires. Exactement. Mais on a eu un terrain en roche, ce qui nous aide quand même au niveau des travaux. Un terrain en roche, certes, ça engendre des nuisances pour le voisinage, c'est compliqué à creuser, mais il est plus stable. Donc au niveau des travaux, c'est aussi quand même plus simple, mais un peu plus long pour avancer dans le terrassement. Après, la réelle problématique aujourd'hui, c'est que on a aussi des places de parc qui doivent être quasiment totalement souterraines, c'est qui c'est aussi demandé par les autorités. On ne peut pas tellement avoir de place extérieure, on est aussi un peu limité au niveau des surfaces à l'extérieur. Et puis j'imagine c'est aussi plus qualitatif quand même d'avoir toutes les places de parc souterraines. Ce qui nous fait des parkings plus grands, avec maintenant aussi les demandes d'avoir des places vélo qui sont aussi souterraines, une place vélo par pièce tout de même. Donc, pour un appartement, c'est facilement 4 à 5 places. Donc, on a aussi de besoin d'avoir des surfaces. Donc, généralement, d'ailleurs, les sous-sols sont bien plus, ont une prise bien plus importante que celle des immeubles qui sont en dessus. Aussi, c'est une particularité. Le sous-sol, c'est pas ce qu'il y a de moins cher dans une construction comme ça. Non, alors moi je dis toujours le sous-sol, c'est la partie la plus technique du chantier. On arrive au fond de terrassement, donc on a nos plans qui sont prêts, on doit faire les canalisations, encore casser de la roche pour mettre les canalisations, faire les fosses d'ascenseur. Et puis moi je dis toujours au bureau, motivez-vous jusqu'à la fin du sous-sol, parce qu'une fois qu'on a terminé le sous-sol, après c'est facile. Après, on est superposé, après on est droit jusqu'en haut. Mais les inconnus, c'est vraiment jusqu'au sous-sol, jusqu'à la fin du bétonnage du sous-sol. On a eu plusieurs chantiers qui nous ont assez surpris. On a eu des cas d'arrivée d'eau soudaine, donc des failles dans des roches, parce que c'est un canton ici qui est assez rocheux, donc sur le littoral où on construit. On a eu aussi des cas d'effritement de roches qu'il fallait consolider pour éviter que les ouvriers aient des roches qui leur tombent dessus. Donc c'est assez particulier. Et puis, je pense que c'est une partie du plan financier, les travaux préparatoires qui amènent le plus de surprises en fait, et qui fait qu'il faut quand même avoir des réserves à ce stade. Une fois qu'on termine ça, CFC2, on arrive dans le CFC2, exactement, et puis là financièrement je dirais que c'est ce qui est le plus maîtrisable dans l'ensemble du coût de construction. Après il y a aussi le reste, mais
Je dirais que là, dès le départ, on a le gros œuvre 1, donc ce qu'on appelle gros œuvre 1, maçonnerie, béton armé. On a aussi, avant maçonnerie, béton armé, bien sûr, l'excavation. Ça, c'est un des éléments principaux qui ne sont pas en fait compris dans les travaux préparatoires, mais qui sont nécessaires, évidemment, puisqu'on a tout le sous-sol à excaver, on a toutes les parties après qu'il faut faire, même dans certains cas, on a le niveau du rez-de-chaussée qui est légèrement enterré aussi. Donc, ça génère aussi pas mal de travaux. Mais ça, c'est maîtrisable. Cette partie-là, ce n'est pas nécessairement une partie qui pose problème. Et vous étiez assez juste dans une construction comme celle-là? Parce que là, c'est quand même, c'est parce que c'est maîtrisable dans une construction classique. Ici, là, je me permets de dire, il y a peut-être un petit problème qu'il y a eu dans ce chantier, c'est l'arrivée du Covid, en fait, tout simplement. On a démarré le chantier juste après l'arrivée du Covid. On a eu des augmentations qui ont pu être maîtrisées parce qu'on a pu aussi figer les prix assez tôt. Assez tôt dans la mise en place du projet, parce qu'on a aussi vision de mettre en place assez tôt, hein, donc vraiment on fait nous-mêmes tous les métrés, donc le bureau spécialisé d'Alain met en place tous ces métrés d'ensemble, donc on connaît les quantités dès le début, donc on évite peut-être aussi des surprises à ce niveau-là. Mais on a eu quelques pourcentages d'augmentation avec ce Covid. Mais ça reste négligeable dans l'ensemble. On arrive en fin de chantier, on a une bonne vision du projet, de son état financier. Je dirais oui, alors il y a eu le Covid, effectivement, avec les craintes et les inquiétudes de tout le monde, toutes les entreprises, voilà, nos concurrents, les bureaux d'architectes, etc. Mais pour moi, une bonne gestion financière, ça passe par une bonne planification. Ça, c'est vraiment le point important de notre bureau. Le mélange finalement des connaissances économiques de Samuel et puis des miennes techniques, ça mis ensemble, on arrive à vraiment être très efficace et puis à parfaitement maîtriser les coûts. Et ça, pour un bureau d'architecture, c'est primordial. Pour moi, vraiment, c'est peut-être ce qui pourrait manquer parfois. Mais on maîtrise bien, et puis en dessinant des bons plans, des bons détails, en ayant une équipe vraiment spécialisée qui consacre beaucoup de temps à l'exécution, au suivi des coûts, au suivi technique, c'est primordial. Effectivement, moi, j'ai toujours au bureau, sortez du bureau, allez voir ce qui se passe, venez sur le chantier, contrôlez, prenez les plans avec, regardez. C'est important. Bien sûr. Mais dans le cas d'une construction comme celle-là, on est quand même beaucoup plus cher que construction standard. Oui, alors c'est clair. On a donc, je dirais, pour la partie du gros œuvre 1 à gros œuvre 2, c'est là où on n'a pas vraiment de différence. Gros œuvre 1, maçonnerie, béton armé, que ce soit un immeuble comme celui-ci ou des appartements qui sont même prévus pour de la location, il n'y a pas de différence. Même le toit? Alors c'est l'exception. Ça, c'est un élément spécifique, effectivement. Mais je dirais, alors après... La partie, en tout cas, béton armé, le toit, ça reste quand même encore acceptable. Le coût lui-même du béton armé. Mais sa proportion sur le coût d'adjudication du maçon, ça reste très important. Ça peut représenter 20% tout de même sur les deux toitures. Parce qu'on a beaucoup de mètres carrés de toiture en béton armé. Ça, c'est une particularité. Okay. Mais je dirais, après, plus on avance dans l'avancement du chantier, plus on voit la différence entre un chantier haut standing et un chantier moyen ou bas standing pour la location. Pourquoi? Parce simplement, les revêtements de sol, les budgets ne sont pas du tout les mêmes. On a aussi évidemment la cuisine elle-même qui a des budgets de base qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui peut aussi faire la différence et qui peut faire que, au lieu d'avoir un coût de construction à 1000 francs le mètre cube CFC2, on peut être à 1100 francs. Voilà, c'est ça qui peut aussi faire la différence. Okay. Mais c'est beaucoup aussi les revêtements extérieurs, donc les budgets, comme disait Samuel, effectivement, ça c'est une partie importante. L'architecture. La belle architecture avec des beaux matériaux, forcément, a un impact sur une architecture plus standard qu'on pourrait faire. Et ça, c'est pas négligeable, effectivement. Ouais. Choisir des revêtements de façade comme on les a pris, en tôle ondulée, perforée. On est à 3 fois le prix, quasiment, 2 fois et demi le prix d'une isolation périphérique standard. Et ça, c'est vraiment la volonté de notre bureau, faire du qualitatif, faire des matériaux, construire des matériaux qui durent dans le temps. Et c'est notre image, finalement, de bureau d'architecture qui s'investit vraiment dans l'esthétique. Ça, c'est important. Ouais, effectivement, ouais. On a ici, pour la partie aménagement extérieur, je sais pas comment ça s'est passé ici. Il y a quand même pas mal de travail, mais ça va. Ça a été acceptable. Oui, ça va. Okay. C'est une petite partie finalement, les aménagements extérieurs. Je dirais, c'est le plus sympa à faire. Quand on enlève les échafaudages, on découvre vraiment le bâtiment. On n'a pas eu ici de problème technique, c'est relativement simple. Ouais. Mais non, rien de particulier. Ok, parfait. Et puis les frais les frais secondaires à Neuchâtel, c'est comment? Alors, en fait, c'est assez intéressant. Ça dépend d'une commune à l'autre. Peut-être là, les pourcentages, ils changent beaucoup. Hein. Oh oui. Et puis, alors, je dirais qu'il y a des éléments qui sont assez maîtrisables, comme par exemple les frais qui sont liés au permis de construire. Donc, ce sont les taxes, en fait, d'obtention du permis de construire. Ceux-là peuvent être prévisibles d'une commune à l'autre assez facilement.
Par contre, les taxes d'équipement qu'on doit payer dès le moment où on a le permis de construire, qui nous permettent en fait de se connecter au réseau des canalisations, des introductions communales, ces taxes changent d'une commune à l'autre. Et puis là, ça peut être des fois assez intéressant, les différences. On peut avoir des différences 20, 30, 40%. Donc, on doit regarder en amont, dès le moment où on développe le projet, donc bien avant de démarrer les travaux, d'avoir une projection qui tienne la route. C'est ce que je disais, la bonne planification en amont, ça change ça fait toute la différence. Bien sûr, ouais. En globalité, on est à quel pourcentage du CFC2 ? CFC2, c'est assez négligeable. Je dirais que c'est dans les 5-6%. En tout cas, maximum. De mémoire, par rapport à ce projet, je dirais qu'on n'est pas plus. Bon, ça va. On a vu les frais pour Neuchâtel, donc, et puis particulièrement pour ce projet-là. Maintenant, comment ça fonctionne juridiquement pour l'opération de la promotion ? Parce qu'en Valais, on fait beaucoup de ventes à terme avec des plans de paiement dans le contrat de vente, simplement. Exactement. Sur Vaud, c'est plutôt code par terrain avec la vente du terrain, signature contrat d'entreprise générale. À Neuchâtel, vous faites comment ? Alors, effectivement, donc sur Vaud, ils ont un avantage intéressant pour les acquéreurs. Ils ont le système de quote-part qui n'est que lui taxé sur les droits de mutation, donc ce qu'on appelle aussi les lots. Ce qui veut dire que la partie de contrat d'entreprise générale qui est annexée, qui est signée généralement le même jour chez le notaire, cette partie-là n'est pas taxée. Ce qui permet donc de ne payer les lots que sur la partie de la quote-part. Quote-part qui est généralement de 20% du prix de vente d'un appartement ou d'une maison dans certains cas. Ici, malheureusement, dans le canton de Neuchâtel, c'est l'ensemble qui est soumis aux droits de mutation. Donc, si on va avec un système où on a une quote-part et un contrat d'entreprise générale, ce sera de toute façon l'ensemble qui sera soumis aux droits de mutation. Droits de mutation qui sont tout de même ici, il faut dire, réduits dans le cas où la personne achète pour y habiter, c'est-à-dire résidence principale. Okay. Donc, dans ce cas-là, c'est 2-2. C'est fixé au niveau cantonal. La différence peut être avec d'autres cantons où ils ont les droits de mutation qui sont fixés avec une part cantonale et une part communale qui change d'ailleurs d'une commune à l'autre, voire même dans certains cantons, plutôt je dirais de la Suisse centrale, où ils n'ont même pas de droit de mutation. Mais là c'est hors honoraire du notaire, d'accord. Hein. C'est que droit de mutation, les deux. Hein. Et finalement, du côté du notaire, ça ne changera pas grand-chose au niveau du... Si c'est pour acheter, pour faire de l'investissement, pas pour la résidence principale, c'est quoi ? Alors malheureusement, celui qui achète pour un investissement, lui, sera soumis à 3.3, donc au lieu de 2.2. Mais 3.3, ça a toujours été le chiffre en fait standard. Les 2.2, c'est un abattement par rapport au 3.3 et qui doivent aussi être avec la condition, comme je disais, que la personne réside pendant 2 ans, les 2 premières années. 2 ans, ok. Donc la législation avait changé, je me souviens même, parce que nous-mêmes, ça fait depuis 10 ans qu'on est avec des principes qui changent aussi. Dans certains cas, celui-ci avait changé il y a quelques années. À l'époque, c'était plutôt 2.2 quand il s'agissait d'un logement neuf, ce qui permettait à un investisseur d'acheter un logement neuf en bénéficiant des 2.2, ce qui n'est malheureusement plus d'actualité. Ok, d'accord. Voilà, donc ça... Alors après, quel est le meilleur système ? Je dirais que ça dépend. Pour nous, nous avons l'ensemble des projets qui sont à l'interne. On réalise aussi des projets pour des tiers externes qui nous mandatent des immeubles à construire. Mais je dirais pour nous qui réinvestissons aussi l'ensemble de nos activités dans nos projets, on a toujours des réinvestissements de nouveaux projets qu'on va démarrer, certains qu'on garde en réserve mais qui sont pour le futur. Nous, on préfère le principe de la vente en quote par terrain, ce qui veut dire que l'acheteur verse, la vente à terme, ce qui veut dire que l'acheteur verse un acompte initial chez le notaire et le solde, qui est généralement de 90%, lors de la livraison de l'appartement. Avec ce principe, je dirais aussi que commercialement c'est intéressant, ça permet aussi à l'acheteur de se dire, il n'a pas besoin de financer les intérêts intercalaires pendant la construction, il n'a pas besoin de s'occuper de ça, il doit verser les 10%. 10% qu'il a normalement depuis le départ. Donc, c'est assez flexible. Et puis, ça reporte sur nous le financement. Donc, nous-mêmes, nous finançons l'ensemble de la construction jusqu'à son terme. Et pourquoi vous ne faites pas des plans de paiement dans le contrat de vente à terme ? C'est possible. D'ailleurs, on l'a mis en place sur un projet aussi tout de même. On a laissé la possibilité aux acheteurs de faire de suivre ce principe, c'est-à-dire de verser durant les travaux. Et on leur avait demandé de ne pas, c'est-à-dire d'aller de l'avant dans ce sens-là, si ils n'allaient pas de l'avant dans la banque, chez la banque à laquelle on avait le crédit de construction. Okay. Donc c'était un peu une condition. Après, c'est une idée, on l'a mis en place sur un projet, c'était un test. Finalement, ça n'a pas si mal marché, donc ça pourrait être répercuté dans le futur.
Mais je dirais que c'est quand même un avantage commercial pour nous si on peut aussi offrir des logements qui sont financés par nous-mêmes, en fait. Ouais, complètement. D'ailleurs, j'ai un fun fact valaisan par rapport au droit de mutation sur ce. Pourquoi est-ce que en Valais on peut pas faire de code par terrain avec, où il n'y a pas l'avantage, un peu comme Neuchâtel, hein, il n'y a pas cet avantage justement parce qu'on est aussi imposé, le droit de mutation est aussi imposé sur l'ensemble du prix de vente. Mais on a la loi valaisanne sur le notariat a dû être modifiée là, il y a quelques années maintenant, hein, parce qu'en fait il y a eu tellement de magouilles en Valais entre famille et amis, je te vends mon appartement ou je te vends mon chalet. Mais par contre, au lieu de te le faire 800 000, je te le fais 600 000, mais tu fais 200 000 de travaux avec mon cousin qui a une entreprise de charpente. Et du coup, les prix de vente étaient artificiellement diminués, donc l'imposition à l'achat aussi. Et respectivement, l'imposition sur le gain immobilier de la personne qui vend, quoi. Et donc, depuis ce jour-là, tout contrat qui est intimement lié avec le contrat de vente, et l'un n'aurait pas lieu sans l'autre, doit être mentionné dans l'acte de vente, quoi. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'on doit en fait prendre en compte des principes comme celui-ci. Il y a aussi les principes comme la consignation qui sont généralement dus donc à la fin, c'est-à-dire qu'il y a 10% qui sont bloqués chez le notaire pour s'assurer que nous-mêmes, le constructeur, mais ça peut être le cas pour n'importe qui vend, paye en fait les impôts. Parce qu'à l'époque, malheureusement, certains vendaient des biens immobiliers puis ne payaient jamais l'impôt. Ce qui faisait que, dans certains cas, il y avait même une hypothèque légale qui, donc, devait se répercuter sur celui qui avait acheté, qui devait donc payer l'impôt de celui qui avait vendu. Avec une société, vous avez l'impôt sur le bénéfice qui est retenu ? L'impôt sur le bénéfice est exactement retenu. C'est 10%, ce qui est plus élevé d'ailleurs que dans le canton de Vaud, où c'est 5% la règle. Alors, on n'arrive jamais dans cette situation nous-mêmes, parce qu'on a un accord fiscal avec le canton qui fait qu'on évite cette consignation qui est quand même assez lourde, de 10%. On l'a eu pendant quelques années sur un projet. Malheureusement, sur un projet, on s'y était pris beaucoup trop tard, et puis on s'est retrouvé à avoir le montant consigné. On nous avait demandé d'attendre la prochaine déclaration fiscale l'année suivante. Malheureusement, on était tombé sur un mois de mars, et puis l'année suivante, ça tombait au mois de mars, donc on a attendu une année. Même plus qu'une année, il me semble. C'était une année. Une année. Mais c'est vrai que ça, c'est pas évident. C'est pas. Il faut avoir les reins solides derrière pour. Mais je dois dire, c'est intéressant. Les banques, généralement, quand elles mettent en place le plan financier avec le client pour préparer ensuite les contrats, elles demandent toujours s'il y aura un accord fiscal ou pas pour les 10%. Parce qu'au niveau du cash flow, évidemment, les 10% ne sont pas là à la fin. Et dans certains cas, vous pouvez vous retrouver avec les entrées des acheteurs. Même si vous avez tout vendu, vous ne pouvez avoir quasiment pas d'entrée parce que vous avez encore les 10% qui sont bloqués. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est super chiant, Mais tous les cantons ne font pas ça, hein. Tous les cantons ne font pas ça. En Valais, il n'y a pas de retenue sur l'impôt sur le bénéfice. À Genève, il y a des discussions. Moi, j'ai découvert ça à Genève, hein, justement, sur la première opération que j'avais faite là-bas, où j'étais choqué, quoi. Parce qu'au final, le bénéfice d'une société, c'est quoi ? C'est ça que je trouve. Parce que là, la société, justement, peut être complètement mangée ou en partie mangée par ces 10%. Temporairement, du moins, mais oui. Temporairement. Alors, je dirais, en fait, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que en fait, ces 10% s'appliquent pour tout le monde. C'est-à-dire que celui qui vend une maison, celui qui vend un appartement à un tiers, lui-même étant même un privé, doit aussi avoir les 10% qui sont consignés. Oui, mais là, sur une maison privée, ça n'engendre pas les mêmes conséquences. C'est pas pareil, c'est l'impôt sur le gain immobilier, là. Donc là, c'est lié à l'immeuble lui-même. Mais l'impôt sur le bénéfice d'une société, tu peux avoir des charges dans une société, tu as des employés, tu as des bureaux, tu as des trucs qui n'ont rien à voir avec le projet lui-même. Eh bien, c'est pour ça que je pense que, ou en tout cas, nos concurrents sont aussi dans la même situation. Il faut absolument avoir un accord fiscal qu'il faut obtenir déjà au moment des travaux. Parce que vous pouvez vous retrouver à la fin bien embêté parce que vous arrivez trop tard, tout simplement. C'est ça le problème. Donc, comment est-ce que vous voyez maintenant le développement de la promotion immobilière sur le canton de Neuchâtel ? On parle de Neuchâtel parce que c'est votre marché. Hein. Oui, exactement. Alors, c'est un marché, je dirais, qui ici est quand même aussi atteint par une certaine pénurie. Donc, cette pénurie, on la connaît en Suisse romande. Elle touche évidemment tout l'arc lémanique, elle touche tout le canton de Genève dans sa totalité. Elle touche aussi malheureusement le littoral du canton de Neuchâtel. Le canton de Neuchâtel qui est intéressant puisqu'il a aussi 2 parties, ou même 3 parties si on prend en compte le Val de Travers, les montagnes qui sont, elles, avec une situation où ils ont quand même pas mal d'offres. La demande est toujours là. Ils ont eu pendant quelques temps une légère baisse de la population. Aujourd'hui, ça va bien mieux. On a aussi remarqué que les autorités ont aussi pris les choses en main. Donc, il y a même eu une augmentation de population d'ailleurs l'année passée. C'est assez intéressant.
Ensuite, entre les deux, vous avez la transition avec le Val de Rue, qui a aussi une augmentation de population assez intéressante, parce qu'elle augmente même beaucoup d'année en année. Et puis vous avez le littoral qui, lui, n'a malheureusement pas beaucoup d'augmentation de population, mais qui est touché par une certaine pénurie. Donc clairement, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de zones à bâtir sur le littoral, et il y en a suffisamment pour développer des projets qui sont durant une certaine durée. Pour des projets d'envergure, des projets qui sont de plusieurs immeubles, il y a un peu moins d'opportunités. Donc je pense que nous, pour notre entreprise, c'est moins un problème parce qu'on développe 2 ou 3 projets par année. On arrive à 20, 25, 30 unités par année. Développer 2 immeubles de 30, 40 appartements, enfin des gros projets, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu moins d'opportunités, selon moi. Ok. De ce que je compare aussi avec les autres cantons. Ouais, d'accord. Est-ce que vous sentez que le marché se professionnalise ou bien la qualité augmente à travers la pénurie justement dans ce marché? J'ai l'impression que oui, il se professionnalise beaucoup. Okay. Alors je pense déjà en amont du projet par rapport à la partie architecture, qui est clairement un élément décisif. Mais proposer une architecture de qualité, ça va nous démarquer de tout projet. Alors, sur Neuchâtel, on a beaucoup de beaux projets, mais aussi beaucoup de projets, disons, plus standards, qu'on peut retrouver partout en Suisse romande. Et puis, se démarquer, ça passe vraiment par une architecture, une volumétrie, quelque chose d'original. Et puis, l'exemple de ce projet, c'est le parfait exemple où on s'est vraiment démarqué. On ne retrouve pas 2 immeubles comme ça dans le canton. Et c'est ça qui fait aussi notre force commerciale de vendre assez rapidement nos projets sur plan, principalement. Et ça, c'est un immense avantage dans la planification. Vous n'avez pas de problème d'ailleurs à vendre sur plan? Bien, parce qu'il y a de plus en plus de promoteurs, moi, avec qui je discute, qui me disent franchement, les gens sont pénibles. Oui, donc ça passe par. Oui, alors. Donc je porte moi le projet, je vais au bout, je mets moi mon parquet que je veux. Et après, je vends quand c'est terminé. C'est intéressant. J'ai vu pas mal de projets de concurrents qui sont vraiment développés du début à la fin par le promoteur, qui choisit tout d'ailleurs, l'ensemble des revêtements de sol, qui choisit les cuisines, etc. Et qui met en vente même pendant les travaux ou alors à la fin quand les logements sont terminés. Nous-mêmes, on n'a jamais voulu le faire parce que bon, on a aussi d'autres raisons. On préfère aussi tout offrir aux clients, la manière de choisir, etc. Mais on se démarque surtout par le fait qu'on est surtout et aussi bureau d'architecture. Donc le bureau d'architecture, pour moi, c'est accompagner le client dans son souhait, dans son rêve. Donc on offre à la base une coque vide avec des budgets et on l'accompagne administrativement, c'est du travail pour chaque corps de métier, pour chaque choix, sanitaire, cuisine, carrelage, parquet, dans la limite du budget ou en plus si le client le souhaite, mais vraiment pour personnaliser. Et des concurrents personnalisent jusqu'à un certain stade, mais nous on essaie d'aller vraiment au-delà, de mettre le client dans la discussion. Alors certes, les discussions extérieures ne sont pas faisables, malheureusement ça c'est nous qui choisissons pour des questions évidentes de choix. 6 acquéreurs, 6 idées différentes, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Impossible. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, je pense que notre force c'est vraiment de laisser le choix et d'accompagner le client, mais ça demande beaucoup de ressources, ça c'est clair, administratif. C'est clair qu'au niveau temps, ça prend du temps. Après, c'est aussi, je pense, un élément nécessaire pour pouvoir vendre. C'est aussi quelque chose qui fait aussi la différence. C'est quand même quelque chose d'important pour le client de se dire qu'il peut quand même aussi choisir même les poignées de porte de son propre appartement, les couleurs de l'ensemble, tous les choix de finition, etc. Aucun appartement n'est similaire. Ça, c'est important. Et puis, quand on se promènera tout à l'heure, c'est vrai que d'un appartement à l'autre, la typologie change, les sols changent, les cuisines, les emplacements. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça où justement, nous, on essaye d'amener aussi notre expertise à nos clients. Alors, on essaie de les conseiller. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Des fois, on visite des appartements qui nous plaisent pas à nous. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est que les extérieurs, c'est que la volumétrie, le projet, l'architecture soit top et que ça convienne aux clients à l'intérieur. Voilà. C'est quoi les plus gros défis maintenant pour dans le secteur de la construction de manière générale pour vous? Alors technique, comment ça évolue plutôt économique. Moi je dirais, si on commence par la technique, c'est d'assurer la qualité. La qualité, alors ça passe par une planification, donc interne, ça c'est une chose, mais on dépend aussi de beaucoup d'artisans, d'entreprises, de mandataires. Et la qualité, il faut la suivre. Donc il faut être présent beaucoup sur le chantier, tous les jours, suivre ce qu'il se fait, contrôler, mais vraiment passer tous les jours. C'est un travail énorme, mais c'est la seule possibilité pour arriver à un résultat top et qualitatif.
Et puis je pense, on peut dire que depuis le début de l'entreprise, donc 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les instructions qu'on pouvait donner à l'époque à une entreprise, on doit aujourd'hui bien plus les suivre pour arriver au résultat qui est le même que ce qu'on aurait pu obtenir presque 10 ans en arrière. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être beaucoup plus pointilleux. Il y a aussi une chose qui est quand même assez particulière, c'est que le secteur du bâtiment, c'est quand même fragmenté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 20, 30 ans en arrière, une entreprise de maçonnerie pouvait faire des chapes. Dans certains cas, pouvait aussi faire des échafaudages, pouvait aller beaucoup plus loin, voire même des carrelages, etc. Tout s'est cassé en morceaux. Aujourd'hui, une entreprise de chapes ne fait que les chapes. L'entreprise des échafaudages ne fait que les échafaudages. On a créé en fait des entreprises, des secteurs complètement différents qui n'étaient pas là avant. Donc, c'est-à-dire que le peintre à l'époque faisait la plâtrerie, les enduits, l'isolation périphérique avec les crépiers. Aujourd'hui, on a une entreprise dans certains cas qui ne fait que la plâtrerie, une autre qui vient pour la peinture. On essaie d'éviter sur nos projets, mais malheureusement, c'est déjà arrivé. Et l'isolation périphérique. Nous, on souhaite évidemment donner qu'à une seule entreprise, c'est notre souhait. Dans certains cas, on a été obligé, parce que certaines entreprises n'ont pas les disponibilités, aussi malheureusement, mais on voit en fait qu'il y a des secteurs qui se sont créés, tout s'est fragmenté à un niveau qui fait qu'on doit être beaucoup plus attentif. Et donc, on passe beaucoup plus de temps dans la supervision du chantier. Administrativement aussi, c'est clair, c'est plus de contrats, c'est plus d'interlocuteurs différents, alors qu'à l'époque, on avait, comme dit Samuel, moins de personnes. C'est intéressant parce qu'en fait, les ordres de paiement passent dans nos bureaux, en particulier à la fin, pour validation finale, pour transmission à la banque. Et pour un projet de ce type, celui-ci, je peux dire qu'on est à peu près à 500, voire même 600 bons de paiement. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'acomptes, il y a beaucoup de... Et puis évidemment, plus il y a d'entreprises, plus il y a aussi de paiements effectués. Après, on multiplie aussi les choses avec les retenues. À la fin du chantier, il faut toujours aussi garder prendre en compte qu'il y a aussi des certificats de garantie qui doivent être remis, etc. Ça fait beaucoup d'administratifs. C'est beaucoup de travail pour nos équipes. Effectivement, on a un secrétariat technique qui gère les chantiers. Ensuite, ça passe au secrétariat administratif. C'est du boulot, effectivement. Et puis, l'ironie, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré l'informatisation qu'on doit mettre en place et la société en elle-même évolue à ce niveau-là, on en est toujours à des bons en papier, on en est toujours à des factures qu'on reçoit par courrier. Le secteur du bâtiment il est en retard. est malheureusement un peu en retard. Donc nous, on propose toujours, on a une adresse email facturation, et puis on ne reçoit pas tant que ça de factures par email. Donc ça demande pas mal de temps. Et puis, comme je disais, plus il y a de factures de plus en plus, c'est aussi du temps qu'il faut passer à tout traiter. Donc ça va malheureusement dans le sens inverse. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que maintenant c'est quasiment impossible de vraiment faire ce que vous faites si vous n'étiez pas toute l'équipe que vous êtes, parce que maintenant vous êtes quand même 12 entre architecture et je pense clairement. C'est un peu fini le promoteur qui fait des promotions tout seul. Oui, alors en fait c'est très simple. Dès le début, on a eu aussi, je dirais, une certaine chance d'avoir une période qui allait bien. On était après donc les années 2000-2010. 2014, c'était une année qui allait très bien. C'était une année après les exigences de la FINMA qui demandait d'avoir le 10% hors du deuxième pilier, donc l'apport en cash. Moi, j'ai connu juste la période quelques mois avant, finalement. Donc, ça a aussi fait une différence. Et puis, on a connu en fait une période, malgré cette problématique de la FINMA, on a connu une période qui était assez facile. Je dirais que les permis de construire étaient aussi plus simples à obtenir. Ça allait plus vite. Relativement plus simple, pour la simple et bonne raison qu'on avait aussi moins de paperasse administrative, malgré ce qu'on pense. Il y avait aussi moins d'études à générer. Les choses sont allées en se professionnalisant, mais en étant en fait, les choses sont allées en devenant de plus en plus complexes, en fait, dans chaque secteur, y compris la gestion des permis de construire. Et disons qu'à l'interne, assez rapidement, quand on a commencé les deux, assez rapidement, on s'est dit, alors, le bâtiment évolue, l'administration évolue aussi. On doit, nous, faire en sorte d'évoluer aussi pour pas louper le puck. Donc, assez rapidement, on a pris des gens pour le secrétariat, très rapidement. Ensuite, le suivi technique des chantiers, là aussi, on a remarqué, comme on disait avant, plus d'entreprises, plus de suivi. Ensuite, des dessinateurs à l'interne. Et puis finalement, voilà, on est arrivé à 2 équipes de 6 personnes. Donc avec ça, on est blindé pour l'administratif, la technique, l'économie. Donc on peut vraiment tout gérer à l'interne avec nos collaborateurs qui sont vraiment spécialisés dans chaque domaine. Et puis c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire ça.
et de beaux projets comme ça, effectivement. Mais je pense qu'il faut dire que si on devait redémarrer aujourd'hui, on a démarré il y a 10 ans, donc vous pensez bien, on était très jeunes, hein, on était excessivement jeunes. Je sortais des études. Donc même aussi, justement, on était vraiment au début, donc on a lancé ça d'ailleurs un peu, je dirais, par essai, quoi. On a voulu essayer. C'était une start-up, on dit toujours que c'était une start-up. On rigolait entre nous que c'était un peu une start-up, c'était vraiment ambitieux dès le début. On s'est retrouvé déjà dès le début avec des millions de chantiers à s'occuper après les premières années, donc c'était quand même pas facile. Si on devait redémarrer aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de bâtons dans les roues. Déjà en amont, comme je disais, tout au début, à cause du permis de construire, tout simplement. Les permis de construire sont devenus beaucoup plus complexes aujourd'hui à obtenir. Et je pense qu'il y a aussi une problématique des oppositions qui est devenue de plus en plus complexe aujourd'hui. Oui, bien sûr. Qui n'est pas du tout en adéquation avec la pénurie de logements. Non, alors il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de logements dans ce canton, je pense, hein, c'est pas très clair au niveau des statistiques, qui sont en fait en stand-by tout simplement, qui sont bloqués par des procédures de plan de quartier, qui sont difficiles à obtenir, il y a des oppositions, il y a des recours. Et il y a des permis de construire. Nous-mêmes, nous avons toujours 2 ou 3 permis de construire qui sont bloqués en permanence. C'est un flux constant qui se remplace l'un après l'autre parce qu'on finit par obtenir ces permis de construire. On ne dépend pas trop d'eux dans le sens qu'on a toujours de quoi construire. Le flux qu'il nous faut, 20 unités par année, c'est très bien. Mais on a plus de permis de construire que ces 20 unités, c'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas combien on en a, mais on doit avoir 30, 60, 70 appartements au total, dont les 20 qui sont en construction, ce qui veut dire qu'il y a en permanence, en tout cas plus de la moitié des logements qui sont bloqués, tout simplement. Mais on garde quand même à côté de ça nos mandats d'architecture, de mandataires finalement, de vie individuelle. Et ça, plus les années passent, plus on remarque aussi qu'on doit se diversifier. Et c'est intéressant aussi pour nous-mêmes, en tant qu'architectes, constructeurs, mais de relever des défis différents, des rénovations, on fait beaucoup de rénovations aussi, des villas neuves, donc ça reste quand même l'étiquette du bureau d'architecture qu'on veut conserver. Ouais. On a remarqué que finalement, de faire une villa individuelle pour un tiers, c'est finalement pas si mal, ça nous permet nous de savoir qu'on aura au moins le travail qui va pouvoir avancer. Généralement, il y a peu d'opposition sur les villas individuelles. Tout simplement. Ouais, très peu d'ailleurs. Dès le moment où on a le mandat, on sait qu'on peut avancer sereinement avec le client du début à la fin. Et c'est bien aussi pour nos équipes à l'interne. Ça leur permet de faire d'autres choses, d'autres volumétries, d'autres tailles de projets. Vous ne construisez pas des maisons individuelles, vous? Alors, les maisons individuelles, finalement, elles sont un peu en concurrence avec ce que l'on pourrait faire sur le terrain qui permet de construire les maisons individuelles. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des terrains qui sont en zone de villa, on appelle plutôt zone de faible densité. Sur ces terrains, vous pouvez effectivement construire des maisons individuelles, mais souvent, on ne s'en sort pas financièrement. Ouais. Donc, nous, on a eu des projets où on a fait 2 petits immeubles, 2, 3 appartements. Et puis, c'est assez intéressant, mais ce terrain sur lequel on se trouve là maintenant est en zone de villa, en réalité. Ah oui? Et oui. C'est ça il est assez densifié, là. Donc, il aurait pu être possible, sur ce terrain, de construire seulement 2 villas individuelles. OK. Très compliqué à organiser. Alors, vous ne pouvez pas vous en sortir avec les travaux qu'il faut réaliser. Alors, peut-être qu'on aurait évidemment eu moins de travaux spéciaux, puisqu'on aurait eu moins de sous-sol, mais clairement, on aurait eu d'autres contraintes. Et ça aurait été, alors techniquement, plus facile, réalisable, mais l'économie fait que, on est sur une zone avec une vue incroyable sur le lac. Forcément, le prix de départ est tel qu'on ne peut pas se le permettre. Ouais, complètement. Non. Magnifique. C'est quoi les objectifs pour la suite, pour vous, maintenant? Pour nous, c'est de garder le même style de croisière, le même cap, je dirais. On garde le même nombre d'unités par année. On avait souhaité, on avait eu évidemment des principes de se dire on augmente les capacités, on construit plus, etc. Il y a quelque chose qui nous bloque, je dirais, c'est le fait que le canton de Neuchâtel reste un petit canton. On ne peut pas aller plus loin que ce que l'on fait, de faire 2 fois plus que ce que l'on fait. On pourrait théoriquement, mais au change, on va y perdre en qualité, et ça, c'est sûr. Non, la qualité, ça reste un élément vraiment, depuis le départ, on s'est toujours dit, construisons qualitatif, de la belle architecture, quelque chose qui plaît aux gens, et pas seulement à nous, ça c'est important. Et puis, augmenter le volume, forcément, comme dit Samuel, ça va diminuer la qualité, et nous, ça, on refuse. Donc, on est une douzaine de personnes, on veut continuer dans ces eaux-là, avec beaucoup de projets qui arrivent. C'est vrai qu'il va falloir qu'on s'adapte aussi un petit peu, parce qu'on a énormément de nouveaux projets qui viennent. On en a dans le pipeline qui vont arriver et puis qui sont certains bloqués. Donc de toute façon, le problème est réglé pour ceux-là. Donc les autres,
peuvent être développés un peu plus tard, effectivement, dans certains cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est aussi dans un petit canton. Et je dirais que celui qui construit mal, il peut être tranquille pendant 1 ou 2 ans, mais finalement, ça va lui retomber dessus, parce que forcément, tout se sait. Ouais. Donc, on se retrouve après forcément embêté. Pour dire, dans ce projet ici, on a déjà une personne qui a finalement acheté, parce qu'elle connaissait une autre personne qui avait déjà acheté avant, voyez. Okay. Donc, c'est un flux aussi assez intéressant. C'est vrai qu'on a pas mal d'un projet à l'autre, des gens qui sont en fait liés à ceux qu'on avait déjà vendu un appartement il y a des années en arrière. Ouais. Mais forcément, les premières années où on était plus les deux au bureau, alors c'est plus compliqué, mais comme on s'est beaucoup professionnalisé, on a réussi à avoir, alors je dirais pas un SAV, mais vraiment des gens qui peuvent suivre les défauts standards de la construction. Et puis vraiment accompagner le client aussi, parce que c'est pas simplement remettre une clé et puis s'en aller, c'est régler les problèmes, s'assurer que la mise en exécution fonctionne, la mise en service, pardon. Donc c'est des ressources, c'est du boulot, mais la qualité avant tout. Et puis continuer dans cette bonne lancée qu'on a. Parce que la problématique en réalité, je pense que tout le monde la connaît, hein, c'est quand on rentre dans un appartement, tout peut se passer bien, il suffit de quelques défauts pour que ça gâche totalement la vision de l'acquéreur par rapport à notre société. Donc c'est des fois des petits détails qui font la différence. Ouais, absolument. Je pense qu'il y a un gros développement dans l'expérience client de l'acheteur dans les projets immobiliers de manière générale. Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le truc le plus sympa à faire pour un acheteur. Un acheteur immobilier à ce stade, quoi. C'est sûr. C'est pas le plus simple à gérer, mais je pense que ça, c'est le futur. Je pense qu'il y aura réellement une carte à jouer, à vraiment mettre encore plus de ressources de ce qu'on fait encore déjà maintenant et d'aller encore plus loin. Dès le début, on a été obligé de se dire qu'il fallait aussi que chaque acheteur il ait une page Internet dans laquelle il a l'ensemble des offres qu'il doit valider, l'ensemble des offres qu'il a déjà validées, les décomptes des plus et moins values qui sont aussi mis à jour en permanence. Il a une liste des entreprises qu'il doit contacter, etc. C'est des petites choses, mais qui permettent aussi d'améliorer le suivi des acheteurs. Absolument. Bon, merci infiniment. Merci à toi, Edouard. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis félicitations pour le projet que vous avez fait. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Ciao.